Yo les rois, c'est Kaking. 23 octobre 2022, on a enfin une date. Bon sang, mais je n'attendais que ça. C'est le relancement de la hype et le relancement des projets. On va se mettre à 100%. L'occasion idéale pour me remettre à l'écriture de cet épisode 2 des scans de Hunter x Hunter pour les nuls. Alors n'attendons pas. Cet épisode s'articulera autour de l'arc de la guerre de succession, en zappant tous les événements des étages inférieurs, auxquels je dédierai une vidéo particulière, un épisode 3. Cet épisode 3 verra le jour quand j'estimerai que les scans, qui prolongeront certainement cette intrigue, seront suffisants pour y dédier une vidéo entière. Du chapitre 358 au chapitre 390, il s'est passé un nombre de choses colossales dans les appartements princiers. Alors résumons, faisons le point et analysons. Dans le premier épisode, j'avais évoqué la préparation complexe de cette expédition. Ce n'était que du théorique. Ici, on rentre dans le vif du sujet, avec l'apparition d'une intrigue surprenante poussant l'art de Togashi à des limites encore insoupçonnées. Le royaume de Kakin, et notamment le roi Oikoro, le support financier de Bion Netero, va alors se placer totalement au centre des événements. Premièrement, c'est à lui et à ses armées sous la commande du premier prince Benjamin, épaulé par l'association Hunter, de totalement gérer le navire, d'assurer la sécurité sur le Black Whale. Une tâche difficile quand c'est de 200 000 personnes qu'on parle, à sauvegarder avec moins de 3000 effectifs qui ne se coordonnent même pas et ne s'entendent pas du tout mutuellement. C'est pour cela que cette tâche sera relayée au clan mafieux de Kakin qu'on aura l'occasion de voir à l'œuvre dans les prochains chapitres. Après tout, les gardes et les soldats de Kakin ont bien mieux à faire dans les étages supérieurs. Chapitre 358, l'embarquement. C'est la fête, en l'honneur de Kakin, le début d'une expédition sans voyage-retour. En tout cas, le billet n'a pas l'air d'y être compris. Tous les nobles et hautes fortunes du bateau s'isolent dans les deux niveaux supérieurs. L'accès entièrement fermé est protégé par les armées de Kakin elles-mêmes. Il y a une ségrégation sociale évidente. L'heure est à la célébration, ainsi les 14 princes sont conviés à la salle des fêtes toute l'après-midi. Enfin presque. En effet, il existe une hiérarchie parmi la famille royale de Kakin. Les princes les plus âgés ont chacun plus de pouvoir que leurs cadets. De même pour les 8 femmes de Nasubi dans l'ordre chronologique. Un ordre qu'on peut percevoir dans leur nom d'ailleurs. Kurapika se retrouve à protéger les deux derniers des deux catégories. Bref, cet ordre va définir l'ordre de départ des princes de la fête. Ainsi, Oito et Wobble seront les premiers à retourner dans leurs appartements. Mais avant cela, l'heure est au meurtre. Et seul le 14e appartement semble touché, passant de 11 à seulement 2 gardes. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, on ne connaît toujours pas le responsable de ce massacre, mais mes 2 vidéos pourront vous apporter des éléments de réponse. Ce massacre va être éclipsé par une terrible découverte qui va chambouler toutes nos prédictions. Les bêtes de naine. Les bêtes de naine passeront pour responsables de cette tragédie, ce qui est vrai mais seulement pour 3 gardes, avec la bête de naine du prince Momose. Les 5 autres sont morts d'une toute autre cause, qui reste encore à déterminer. Cette confusion, on la doit à Kurapika qui a pris les commandes en délivrant une information supposée rester secrète. Il y a des bêtes de naine dans l'air. Et ces bêtes, elles sont attachées chacune à l'un des princes de Kakin, à la suite d'un rituel auquel ils ont tous été poussés à participer, le goût. En passant par le canal public, Kurapika a déclenché une véritable bombe. Maintenant, tout le monde est au courant. Premièrement, alors que la milice de Wobble était sur le point d'être anéantie dès le premier jour, cela a permis de totalement geler la situation et de transformer cette guerre de succession en une véritable guerre d'information. Kurapika, en tant que protecteur du prince Wobble, était désormais la personne la plus importante, la plus précieuse dans le cadre de cette guerre. Il détenait des informations que les plus stratèges et déterminés des princes se devaient d'obtenir en premier s'ils aspiraient réellement au trône. Premier cas, Benjamin, le prince aîné, épaulé par Balsamico. Son premier geste fut de placer pour chaque prince un des membres de sa milice, un privilège qu'il est le seul à posséder. Évidemment, le garde placé sur Wobble est le premier à passer à l'action, en tuant, pour déclencher un véritable tourbillon de violence dans l'appartement. Première chose pour tester leur capacité, ce qui s'avérera fructueux car Kurapika et Bill parviendront à le bloquer en moins de 30 secondes. Secondement,
placer leur appartement sur écoute un temps et essayer de grappiller des informations. C'est un succès des facultés de blocage de naine de forcer à parler et une loyauté sans faille. Mais cela ne suffit pas, les facultés de l'ennemi sont complexes. Le garde de Benjamin s'étant suicidé pour ne révéler aucune information, un autre garde est envoyé, Baby Mena. C'est là que deux autres princes décident de passer à l'action, Shanglai et Tsubepa, qui en outre de Benjamin contactent la chambre 14 au même moment. Évidemment, si on suit la hiérarchie, c'est au prince Benjamin qu'il faut répondre en premier. Mais la servante ayant répondu au téléphone va à l'encontre de la demande de Kurapika en répondant directement à Shanglai. Elle s'expliquera ensuite. Benjamin ne les contacte que pour une déclaration de guerre, en plus de leur envoyer un nouveau membre de sa milice. Répondre n'aurait strictement rien changé à la situation, en plus de mettre sa propre peau en danger, ignorant tout de la surpuissance du naine, mais ayant été témoin de ses terribles conséquences. L'appel de Benjamin n'avait qu'une seule finalité finalement, leur proposer une mort digne. Shanglai et Tsubepa, eux, ne sont là que pour obtenir des informations sur le naine, ignorant tout de celui-ci. De plus, répondre à l'un d'entre eux permettra de montrer qu'on leur accorde plus d'importance qu'à Benjamin, et permettre de nouer des relations solides avec eux. Shanglai et Kurapika conviennent d'une rencontre directement dans l'appartement du troisième prince en compagnie de la reine Oito et de son enfant. Pour ce qui est du cinquième prince, il est mis en attente dans l'objectif d'envoyer le chef de sa garde inspecter la 1014. Ainsi, Kurapika va se rendre dans la suite 1003 et sympathiser avec Shanglai en amenant Oito et Wobble avec lui. Il fait d'une pierre deux coups. Il peut les surveiller et permettre de donner des informations sur la naine à la reine, de manière indirecte, de façon à la mettre en confiance, surtout face à ce terrible spectacle. Pour ce qui est du troisième prince, n'ayant pas encore de rôle important par la suite, je n'en reparlerai plus dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à checker l'épisode des chroniques de Kakin que je lui ai dédié. Bref, Shanglai, dans un élan de compassion et surtout dans un souci d'obtention d'informations, va affecter deux de ses gardes à la protection de Wobble. En outre de ceux-ci, un des gardes de la reine Douazul va être dépêché sous la demande de la première reine. À leur retour dans l'appartement, Kurapika et Bill vont enfin pouvoir mettre en place leur stratégie d'attaque. Enfin, plus facile à dire qu'à faire, désormais ils ont 5 nouveaux gardes dans les pattes, avides d'informations et scrutant le moindre de leurs gestes. La tension sera à son maximum dans la scène qui va suivre. Je m'explique. Plus tôt dans l'arc, Kurapika a utilisé sa Steel Chain permettant de voler une faculté à une cible. Cette chaîne, il l'a utilisée sur le garde qui s'était fait manipuler par la bête de laine du prince Momose. De par ce fait, Kurapika détient Little Eye, qu'il a dû refiler à la reine Oito en express pour immobiliser le garde du prince Benjamin. Cette faculté est très précieuse car elle permet de manipuler de petits insectes, permettant de les introduire dans les conduits d'aération et d'espionner les autres chambres. Problème, cette faculté se perd si Kurapika cesse son Emperor Time, qui l'affaiblit et affecte sa santé au point de diminuer son espérance de vie. Autre problème, trouver un insecte, c'est pas si simple, surtout ici, et c'est littéralement ce qui arrivera au pire moment, devant le regard de tous les autres gardes. Mais Masterclass, Kurapika et Bill orchestreront une magnifique démonstration de naine, tandis que la reine Oito utilisera Little Eye en secret. Cette dernière va alors espionner et recueillir des informations sur les autres appartements, jusqu'à être témoin de l'assassinat du 12e prince, la rendant folle furieuse. Cela aura aussi un impact sur Kurapika qui verra sa fatigue multipliée par 80 et s'écroulera devant tout le monde en même temps que la reine, mettant fin à cette folle première journée sur le bateau. Évidemment, cela ne passera pas inaperçu et Baby Mena va rapidement comprendre la manipulation de Kurapika et Bill. À leur réveil, celle-ci reprendra les recherches et suivant les recommandations de Kurapika, ira directement vers la chambre 1004, où elle sera repoussée par la bête de naine du prince l'occupant, Tserinich, la cible de Kurapika. La chambre 1004 repassera inaperçue pendant les 2 semaines qui suivront, et seul le lecteur aura un regard sur ce qui s'y déroule. Quelque chose de sombre, sanglant et terrifiant s'y prépare. Une bête a été initiée aux naines, malgré les intentions de s'y opposer de son maître. Tita n'aura rien pu faire, directement victime de l'horreur de cet homme. Naine de la spécialisation, capacité de déceler les mensonges ou encore de voir l'avenir, et cela en seulement 2 semaines. Et tant que cette chambre reste enfermée, alors on ne court aucun risque.
Eh bien, penser cela serait très naïf. Deuxième jour, le deuxième prince Camilla passe à l'action. Elle bute Mus, le garde de Benjamin, et s'avance dans sa suite pour le tuer avant de s'apercevoir de son armure de naine. Mais elle aussi le possède et peut littéralement ressusciter en prenant l'âme de son tueur. Les deux finiront dans la suite VVIP sous surveillance juridique, mais cela ne les empêchera pas d'agir, au contraire. Benjamin continuera de gérer sa milice de loin et de surveiller le comportement de tous les princes, notamment une puissance émergente, Alkenbourg, avec lequel il se lancera dans une véritable guerre froide. Mais ça, je le réserve pour la fin. Les intouchables miliciens de secret de Camilla, révélés seulement à l'avant-dernier chapitre, pouvant respectivement provoquer une malédiction sur un prince leur étant affecté, en se sacrifiant à proximité. On ne connaît pas les étendues de cette malédiction, mais on sait qu'elle sera exploitée en premier lieu sur le prince Wobble en s'infiltrant dans les cours de naines de Kurapika. Cours de naines que celui-ci a décidé de mettre en place à la disposition de la milice de tous les princes dans l'objectif de stabiliser la situation. Au début, personne n'y croyait, tout le monde était sur ses gardes, surtout quand des morts ont commencé à survenir. Silent Majority. J'ai dédié une vidéo entière à voir absolument car c'est une enquête plus que passionnante que j'ai moi-même menée. Qui est l'assassin? En tout cas, on peut être sûr de son objectif. Décrédibiliser Kurapika et lui retirer tout le pouvoir qu'il a déjà au sein de cette guerre de succession. Il y aura 2 morts, mais grâce à l'intervention de Bérérinth, un hunter affecté au prince Marayam, les gens se montreront beaucoup plus méfiants et Silent Majority ne trouvera plus aucune occasion d'agir. En réponse à cela, Kurapika cédera à la demande de ce dernier, lui prêter Bill, l'unique moyen de donner des informations à la suite 1013, désormais isolée par la mystérieuse capacité de la bête de naine du prince Marayam. Ainsi, ils feront mine de discuter devant la porte de l'appartement 1013 tout en faisant des rapports au chef de la garde et à la reine Sevanchi. Dans les derniers chapitres, Kurapika parvenait enfin à procurer du naine à ses élèves, plutôt que prévu, permettant de renforcer totalement la confiance entre les princes inférieurs. À l'avenir, une véritable alliance devrait naître, mais sera-t-elle assez solide pour résister aux différents fléaux qui arrivent? Bon, pendant ce temps-là, la situation à l'extérieur se calme. 2 autres princes ont trouvé la mort. Salé, le 8e prince s'est vu totalement perdre sa bête de naine par l'intervention de Predator, la faculté d'un des miliciens du prince Benjamin, possédant une faculté d'exorcisme de naine. Si seulement, et seulement s'il parvient à comprendre lui-même la faculté de naine qu'il veut exorciser. Ainsi, un autre membre de la milice de Benjamin a pu commettre son meurtre sans inquiétude. Kasho, l'histoire la plus émouvante que Togashi ait su nous procurer. Bon ok, la seconde histoire la plus émouvante. Kasho et Fugetsu sont 2 sœurs jumelles s'aimant plus que tout au monde. Refusant de participer à cette guerre fratricide, leur fuite a été orchestrée. Pendant le spectacle du dimanche soir, Senritsu a alors utilisé son Hatsu pour paralyser tous les gardes des niveaux supérieurs et leur permettre de courir jusqu'au canot de sauvetage afin de s'enfuir. Mais c'est là qu'on découvre d'étranges mains de naines cherchant à les agripper, comme les empêchant de quitter le bateau. Elles emporteront Kasho qui va mourir et sa bête de naine prendra son apparence pour rester éternellement auprès de sa sœur aimée qui parviendra à fuir grâce à ses facultés, matérialisant un tunnel de naine. Certains ont déjà pu observer une corrélation entre la disposition des personnages sur la cover du tome 35 et les morts survenant dans l'arc. Permettez-moi de le représenter autrement. Et oui, mesdames et messieurs, il semble qu'une chaîne de la mort soit apparue à partir de l'appartement 1014. Suivant cette idée, Tyson, Tserinich et Camilla auraient du souci à se faire. La flûte de Senritsu intriguera beaucoup de Tserinich qui cherchera à la convoquer dans son appartement par la suite. Une scène qui ne sera tardée par ailleurs. Vraiment hâte de voir Senritsu écouter le battement de cœur du 4e prince. À la suite de cela, elle irait logiquement dissuader Kurapika de s'opposer à ce monstre. Maintenant, le dernier point tant attendu. Alkenbourg refusait la guerre et souffrait intérieurement de l'avenir sanglant qui était réservé à sa famille. C'est pourquoi il alla directement s'opposer à son père. S'infiltrant dans sa chambre, une scène magnifique s'offrira à nous. C'est dans un élan théâtral qu'il tentera de l'assassiner, mais qu'il sera interrompu par la bête de naine de ce dernier. Il essaiera à la suite de se suicider, mais sera interrompu par sa propre bête de naine. De désespoir, il écoutera le récit de son père. Le dilemme du tramway. Cette guerre, c'est quelques morts pour en éviter des milliers d'autres. Alkenbourg, c'est plus que toute autre chose. Il est le seul qui pourrait régner comme il le faut et sauver Kakin de ses terribles frères. Il trouvera une nouvelle source de détermination qui animera une puissante flamme au sein de sa milice.
qui permettra de développer sa faculté de naine, matérialiser un arc apte à détruire d'importantes barrières de naine et voler le corps de sa cible. En testant sa capacité sur le garde du prince Benjamin, Shikaku, l'un des membres de sa milice, prit son corps et alla se suicider devant la 1007, chambre de l'Usurus, afin de voir si l'âme revenait dans son corps d'origine. Ce suicide laissera de nombreuses interrogations et de très mauvais soupçons. Basho sera certain qu'il s'agira d'une manipulation lancée directement sur l'Usurus, sous l'ordre de Benjamin, ou encore l'une de ses reines. Tandis que Benjamin et Balsamico déduiront d'une capacité de manipulation venant d'Alkenbourg. Ils parviendront à l'immobiliser en faisant intervenir le département judiciaire de Kakin, qui le mettront sous surveillance dans la zone VVIP à la suite d'un second meurtre test de ce dernier. Balsamico dit avoir un plan pour se débarrasser de Alkenbourg. Réorganisant toute l'organisation de la milice pour faire face à cette menace, Balsamico semble vouloir organiser l'assassinat du prince Alkenbourg durant son procès. Mais il existe un complot encore plus important. La reine Douazul, mère d'Alkenbourg, de Camilla, de Tsubepa et de l'Usurus, il semblerait que tout soit mis en œuvre pour détruire la milice du prince Benjamin. Maintenant, qui est le mastermind? Douazul elle-même? Alkenbourg? Camilla? Tsubepa ou encore l'Usurus? C'est ce que nous verrons dans les futurs chapitres. Si nous avons de nouveaux indices d'ici là, j'y dédierai peut-être une nouvelle vidéo où j'en parlerai dans une des reviews. Problème. Maintenant, 4 princes se trouvent dans la zone VVIP, notamment Fugetsu, mais surtout Camilla, Benjamin et Alkenbourg, laissant présager d'un éclatement dans cette zone, mais surtout d'une plus grande liberté d'action dans les appartements normaux, tant que Tserenich reste cloîtré. Cela permettra de former une véritable alliance concrète entre les princes inférieurs, Shanglai et Tsubepa. Cette alliance va peut-être aller jusqu'à prendre totalement le contrôle de cette zone, mais incapable de dire comment elle réagira au contact avec Tserenich, qui semble être la clé vers la conclusion de cette guerre. Cet arc approche finalement dangereusement d'une fin potentielle. Maintenant, Togashi devrait s'attarder sur les niveaux inférieurs que je traiterai bien plus tard, une intrigue qui se mêlera forcément d'une manière ou d'une autre à celle des princes de Kakin, amenant Kurapika face à Tserenich, Kororo, Morena ou encore Hisoka. Il y a tant de possibilités que je ne peux pas toutes les exprimer, et j'aimerais vous exprimer d'abord mon bonheur quant à ce retour tant attendu. J'ai essayé d'aller dans les détails sans trop prendre mon temps, j'espère que ça vous aura plu, alors rejoignez le navire et abonnez-vous pour analyser ensemble ces magnifiques chapitres qui se préparent. Je vous dis ciao et on se retrouve dans quelques jours pour l'analyse du chapitre 391. Incroyable de prononcer cette phrase.